L'ordre du jour appelle une communication de Mme Caroline Janvier et de M. Stéphane Viry suite à la mission flash qui leur a été confiée sur les salles de consommation à moindre risque. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons après cette trêve estivale pour vous présenter les conclusions de la mission sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs semaines sur les salles de consommation à moindre risque. Nous aurons rapidement l'occasion de débattre à nouveau de ce sujet, puisque nous savons d'ores et déjà que le prochain PLFSS contiendra une disposition relative à ces salles. En effet, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a autorisé l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque pour une durée de 6 ans. Cette expérimentation arrivera donc à son terme l'année prochaine, d'où la nécessité de rouvrir ces prochaines semaines ce débat. La fin de cette expérimentation intervient dans le contexte de l'actualité parisienne brûlante sur le sujet. Nous ne ferons évidemment pas abstraction de cette actualité, mais nous serons vigilants. La question des SCMR, salles de consommation à moindre risque, en France, ne peut se réduire à ce contexte particulier et inversement. Le problème actuel du crack à Paris ne peut se réduire à la solution des SCMR. Nous espérons que notre travail préalable permettra d'éclairer les débats législatifs à venir sur un sujet complexe et trop souvent caricaturé et instrumentalisé. C'est parce que ce sujet est complexe, mes chers collègues, que nous avons choisi de l'aborder en mettant de côté les idées reçues que nous pouvions avoir. Nous avons, pour cela, réalisé un grand nombre d'auditions, Mildeka, l'OEDT, l'OFDT, le ministère de la Santé, l'INSERM, et j'en passe, et visité les 2 salles existantes de Paris et de Strasbourg. Nous avons également pris le soin de rencontrer les différents collectifs de riverains qui vous ont peut-être sollicité. C'est aussi parce que ce sujet est complexe que nous souhaitions l'aborder cet après-midi avec vous, dans la plus grande sérénité, avec une vision pragmatique et non pas idéologique, et sous un angle qui nous est cher au sein de cette commission, celui de la santé publique. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous vous proposons donc un principe pour la sérénité de nos débats, de ne pas parler de salle de shoot, terme péjoratif pour les professionnels du secteur, mais également pour les usagers, mais plutôt de salle de consommation à moindre risque, qui traduit le sens profond de ce dispositif, la prise en charge médico-sociale. Le législateur de 2016 a prévu une évaluation de ces salles. Nous nous plaignons parfois de ne pas avoir assez d'éléments d'évaluation pour éclairer nos décisions, mais c'est loin d'être le cas sur ce sujet. En effet, c'est une évaluation exhaustive qui a été publiée par l'INSERM en mai 2021 et qui porte sur 3 volets. Un volet épidémiologique sur l'efficacité de ces dispositifs du point de vue de la santé publique, un volet économique sur le rapport coût-efficacité de ces salles, et enfin un volet sociologique sur l'acceptabilité sociale de ces salles. Notre communication ne vise donc pas à refaire une évaluation scientifique de ce dispositif ou à synthétiser les plus de 300 pages du rapport de l'INSERM, mais à, d'une part, rappeler l'historique du dispositif et l'état du droit en vigueur, deuxièmement, faire un rapide bilan des 2 salles actuellement existantes à partir de ce que nous avons vu, lu et entendu, et enfin, formuler des propositions et des pistes de réflexion en vue du PLFSS. Bien, je prends la suite de ma co-rapporteure Caroline Janvier. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais dans un premier temps effectivement rappeler le cadre en vigueur et en tout premier lieu le contexte de création de ces SCMR. Pour nous, nous considérons que le dispositif des SCMR est directement ancré dans la politique de réduction des risques liés à l'usage de drogue, lancée dans les années 1980 en réaction à l'épidémie de sida. Dans ce contexte, et bien que l'objectif de la réduction des risques n'ait été gravé dans le marbre de la loi qu'en 2004, la France a progressivement et tardivement autorisé la vente libre de matériel stérile, y compris de seringues, puis leur distribution par les associations, ainsi que la mise à disposition de traitements de substitution aux opiacés. Les salles de consommation s'inscrivent pleinement dans cette démarche de réduction des risques.
Elles ne peuvent, ces salles, se comprendre et se concevoir que dans le cadre d'un dispositif plus global et dans une logique de parcours de soins du patient qui doit être un parcours tant médical que social. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Depuis 1986 et la création de la première salle de ce type à Berne, en Suisse, 12 pays ont expérimenté une SCMR. La France est le 10e pays à avoir fait ce choix. Au total, à ce jour, plus de 130 salles existent dans le monde, en Europe, au Canada et en Australie. 3 pays en particulier concentrent de tels dispositifs, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. De nombreuses études, mes chers collègues, ont accompagné la mise en place de ces centres étrangers, concluant un bilan positif de ces dispositifs du point de vue de la santé publique. Je voudrais également à présent rappeler l'expérimentation votée par le législateur et prévue en 2016. La genèse de cette expérimentation, prévue donc par la loi de 2016, remonte en réalité à 2012, car l'expérimentation d'une SCMR était prévue par le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives pour 2013-2017, la ville de Paris s'étant préalablement déclarée candidate pour porter un tel projet. En octobre 2013, alors que le projet parisien était prêt à être mis en œuvre par voie réglementaire, le Conseil d'État a rendu un avis rappelant la nécessité d'une mesure législative pour autoriser cette expérimentation au vu de l'interdiction pénale de consommation de drogue telle qu'établie par la loi de 1970. C'est donc avec la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé que cette expérimentation a finalement vu le jour. Je voudrais à présent mentionner le droit en vigueur pour cette expérimentation. L'article 43 de cette loi de janvier 2016 dispose donc qu'à titre expérimental, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, dits CARUD, peuvent ouvrir des salles de consommation à moindre risque dans des locaux distincts de ceux utilisés dans le cadre de leur mission de droit commun. Ces CARUD doivent être désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé, en concertation avec le maire de la commune ou le maire d'arrondissement, le cas échéant, et après avis du directeur général de l'ARS. Il est également important de mentionner que la responsabilité pénale des usagers comme des intervenants a été aménagée par la loi afin de permettre le fonctionnement de ces salles. Et il faut dire les choses, une immunité pénale est ainsi prévue pour les usagers de SCMR, limitée aux faits d'usage et de détention pour usage commis dans l'enceinte des salles. Parallèlement, aux abords de la structure, seules les personnes fréquentant les salles de consommation et pouvant le prouver peuvent bénéficier non d'une extension d'immunité pénale, mais d'une politique pénale adaptée, tenant compte de l'objectif de réduction des risques poursuivis. Ainsi, seul le transport d'une quantité de produits destinés à une consommation personnelle par un usager se rendant à la salle de consommation à moindre risque peut être admis aux abords immédiats de la salle. Et dans ce périmètre bien défini par les procureurs de la République concernés, la poursuite des personnes se rendant à la salle peut être considérée comme inopportune. S'agissant des intervenants, la loi prévoit également une immunité pénale limitée au fait de complicité d'usage illicite et de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants. Donc il existe un cahier des charges. Un cahier des charges a donc été défini par voie réglementaire à la suite de la loi. Il fixe notamment les missions de ces salles, leurs conditions de fonctionnement, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les produits autorisés, ainsi que le protocole à suivre. Ce cahier des charges prévoit notamment que l'usager doit énoncer et montrer à l'intervenant au moment de l'accueil le produit qu'il souhaite consommer afin qu'il n'entre dans la SCMR sans substance et incite, le cas échéant, au partage des produits. Une seule session de consommation, que ce soit par injection, inhalation ou consommation par voie nasale, est autorisée par passage. Surtout, ce cahier des charges rappelle que les intervenants ne peuvent procéder eux-mêmes au geste de l'injection. Ce cahier des charges précise également les partenariats et les conventionnements avec le SAMU, les urgences, les structures sociales et médico-sociales, etc.,
qui doivent être formalisées. Il prévoit enfin, et c'est important, qu'un comité de pilotage local doit être institué pour chacune de ces salles. Dans le cas d'espèce, les collectivités territoriales ont pris en charge les dépenses d'investissement liées à la mise en place des SCMR. En revanche, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge de l'assurance maladie par le biais de l'ONDAM médico-social dit spécifique qui finance les structures médico-sociales d'addictologie. Je vais vous présenter maintenant les deux salles de Strasbourg et de Paris que nous avons eu l'occasion de visiter et nous avons eu aussi l'opportunité d'échanger avec des usagers de ces deux salles. Donc ces deux salles ont ouvert à la fin de l'année 2016, l'une à Paris et l'autre à Strasbourg. Depuis, d'autres projets ont émergé, mais n'ont pas encore vu le jour pour différentes raisons, à Bordeaux, Lille, Montpellier ou encore Marseille. Les deux salles de Paris et de Strasbourg que nous avons visitées respectent, et c'est important, le cahier des charges. Elles sont ouvertes toute la journée et 7 jours sur 7, avec chacune un espace de repos pour les usagers. Dans les deux cas, le choix a été fait d'implanter la salle dans l'enceinte d'un hôpital, alors que ce n'est pas une spécification du cahier des charges. Le profil des usagers accueillis est également similaire. Dans les deux salles, 60% sont sans domicile ou dans un hébergement précaire, ce qui vous donne aussi un peu une idée du type d'accompagnement qui est nécessaire. La situation des deux salles est aujourd'hui très différente. Cela tient à la fois à la fréquentation de chacune des salles et aux projets qui y sont développés, et à l'acceptabilité sociale de chaque salle, évidemment directement liée à son implantation, et l'actualité parisienne nous le rappelle. Les types de consommation dans les deux salles divergent, alors que la salle de Paris accueille très peu d'injecteurs d'héroïne, 1,5% des passages environ, et surtout des usagers de crack et de Skénan, du sulfate de morphine, la salle de Strasbourg accueille une majorité d'injecteurs, notamment de cocaïne. Toutefois, c'est surtout le niveau de fréquentation de la salle qui est très différent. La salle de Paris compte aujourd'hui une file active de 900 usagers environ. Ce sont les chiffres de 2019, car en 2020, la situation sanitaire a évidemment eu un impact. Et environ 300 passages par jour, dont une cinquantaine uniquement pour se reposer. La salle de Strasbourg, quant à elle, comptait 662 usagers en 2019, mais seulement entre 50 et 80 passages par jour au total. Donc vous voyez qu'il y a une différence dans le nombre d'usagers qui viennent consommer dans ces salles. La salle de Paris compte une file active salle d'un tiers d'usagers en plus, mais environ 5 fois plus de passages quotidiens, ce qui a évidemment un impact sur le quotidien des travailleurs sociaux, et ils ont pu nous le dire. Elle a d'ailleurs atteint plus de 450 passages par jour en janvier 2020 et a dû fermer le matin pendant un temps pour préserver les équipes. La salle de repos, notamment, pouvait alors compter jusqu'à 30 personnes dormant à même le sol dès l'ouverture. Le nombre bien plus faible de consommateurs à la salle de Strasbourg, des locaux plus grands, mais aussi la dimension plus sociale et moins sanitaire du projet strasbourgeois font de cette dernière un modèle très différent de la salle parisienne. Certes, les deux salles proposent un socle de services similaires. Ces services sont à la fois sanitaires, dépistage notamment du VIH et de l'hépatite C, mais également pansement, délivrance de traitements, vaccination, des services sociaux, ouverture de droits, permanence de l'assurance maladie à la salle de Paris, des accompagnements vers l'extérieur, des liens vers l'hébergement via un certain nombre d'associations avec lesquelles les salles sont partenaires. Toutefois, la salle de Strasbourg développe bien plus de projets avec les usagers. Ateliers de travaux manuels, randonnées, activités culturelles, jardinage, mais aussi davantage d'accompagnement. Surtout, dans le cadre d'un projet Article 51, la salle de Strasbourg développe aujourd'hui un projet d'hébergement temporaire de 20 places pour des courtes durées, avec un accès direct à la salle en dehors de ses horaires d'ouverture traditionnels pour les personnes qui bénéficient de cet hébergement. Cet hébergement permet par exemple à des usagers de disposer d'un toit, le temps d'un traitement contre l'hépatite C, voire de développer des projets d'hébergement et de soins à plus long terme. Donc c'est évidemment un espace de répit qui est très important pour entrer dans un parcours de soins.
Au-delà de la question de la fréquentation des salles et des services proposés aux usagers, vous n'êtes pas sans savoir que les deux salles ne cristallisent pas du tout les mêmes enjeux en matière d'acceptabilité sociale. En effet, l'implantation de la salle de Strasbourg est très différente de celle de Paris. Elle n'est pas située sur une ancienne scène ouverte de consommation de drogue. Le nord-est parisien connaît des difficultés majeures en termes de consommation de drogue dans l'espace public depuis bien avant la création de la salle. Plus globalement, la consommation de drogue à Strasbourg est davantage diffuse dans l'espace urbain qu'à Paris. Par ailleurs, la salle de Strasbourg est centrale et proche des lieux de trafic et de consommation, mais isolée car elle se trouve dans l'enceinte de l'ancien hôpital civil, sur un quai, et donc n'a pour voisinage direct que celui de l'hôpital, contrairement à la salle parisienne. La direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin nous a d'ailleurs indiqué que la salle strasbourgeoise ne posait aucun sujet d'ordre public. La salle de Paris pose davantage questions et les inquiétudes légitimes des riverains sont souvent relayées par les médias. Cet aspect doit être pris très au sérieux car les SCMR ont bien deux objectifs, la sécurité sanitaire pour les usagers et la tranquillité publique d'autre part. C'est pour cela que nous avons rencontré les riverains de la salle de Paris, mais également le procureur de la République de Paris. La préfecture de police de Paris, et nous l'avons regretté, a en revanche refusé d'être auditionnée. Toutefois, le constat issu de nos auditions permet de rappeler que ce discours médiatique doit être nuancé. Ainsi, parmi les collectifs de riverains que nous avons rencontrés, plusieurs, pas tous, sont favorables à la salle. Je crois que c'était 3 des 4 collectifs que nous avons rencontrés, estimant que la situation du quartier avant l'existence de la salle était plus difficile et que la présence du personnel de la salle apportait un relais en cas de difficulté. Par exemple, les riverains peuvent appeler la salle pour que les travailleurs sociaux viennent ramasser des seringues ou viennent prendre en charge, accompagner un toxicomane. Le confinement a d'ailleurs montré que la disponibilité réduite de la salle entraînait une résurgence de la consommation dans l'espace public. Et ce sont ces collectifs qui nous l'ont fait remarquer. Au-delà des auditions que nous avons menées, des données objectivées par l'INSERM permettent de confirmer cette approche nuancée. Les données publiées montrent notamment que le nombre de seringues retrouvées dans le quartier a été divisé par 3 sur la période avant-après, dont une baisse de 55% attribuable directement à la SCMR, parce qu'il existe aussi d'autres dispositifs. Les entretiens réalisés par l'INSERM avec les professionnels de propreté et de sécurité du quartier montrent également une amélioration dans les rues et dans les sanisettes situées à proximité, et plus particulièrement depuis l'ouverture de la salle le matin. Si ce constat est moins probant pour les agents travaillant dans les parkings, les jardins ou au sein de la gare du Nord, force est de constater une amélioration globale qui s'explique en grande partie par les maraudes effectuées par les travailleurs sociaux de la salle pour aller à la rencontre des usagers, mais également ramasser les seringues. Les injections dans l'espace public autour de la salle persistent malheureusement, mais elles semblent concerner un nombre plus restreint d'usagers, avec des problématiques psychiatriques pour la plupart. Bien, après avoir donc rappelé le cadre légal et réglementaire sous-jacent à cette expérimentation, et après que Caroline Janvier vous ait fait part de nos observations sur les 2 salles en fonctionnement à Paris et à Strasbourg, quelques éléments de réponse aux différentes critiques, aux principales critiques qui sont faites à l'égard de ces salles. Ces critiques, pour dire les choses, doivent être là encore nuancées. Première observation, première question, première objection, ces salles ne viseraient pas à sevrer les toxicomanes, mais les entretiendraient dans leurs addictions. Notre élément de réponse est le suivant. Le but des SCMR n'est effectivement pas de sevrer les toxicomanes qui y sont reçus. En revanche, les SCMR permettent d'inclure dans un dispositif de soins des personnes qui en sont totalement éloignées jusqu'à présent. Pour la plupart d'entre eux, la marche vers le sevrage, à ce moment-là, est très haute. Cela ne veut pas dire que les SCMR ne permettent pas directement de soigner. Tout d'abord, parce que limiter les pratiques à risque, c'est un premier pas pour prendre soin de soi, pour entrer dans un dispositif de soins et de prise en charge. Et l'étude de l'INSERM, évoquée précédemment par Caroline Janvier, montre que les 2 SCMR ont un impact positif important de nombreuses variables sanitaires sur les pratiques à risque VIH et hépatite C, sur les abcès, sur les overdoses, sur les passages aux urgences.
En revanche, l'INSERM montre que les SCMR n'ont pas d'impact direct sur la prise d'un traitement de l'addiction ou le dépistage de l'hépatite C. Le système français, mes chers collègues, par le biais des CARUD ou des XAPA notamment, mais aussi des médecins généralistes, offre déjà la possibilité d'accéder à des dépistages et de pouvoir administrer facilement un traitement de substitution aux opiacés. Ensuite, les SCMR permettent de réorienter les personnes accueillies vers des dispositifs de soins pour inclure les usagers dans des parcours de sevrage ou de soins psychiatriques. Sur le long terme, par exemple, à titre de comparaison, l'expérience de Vancouver a montré que les demandes de sevrage ont augmenté de 20% du fait même des usagers. Ainsi, l'unité d'addictologie ambulatoire de l'hôpital Fernand Vidal et la salle de Paris travaillent ensemble quotidiennement. Le professeur en charge du service d'addictologie au CHRU de Strasbourg, lors d'une audition, a également témoigné que la population d'usagers fréquentant le service de sevrage complexe a évolué, avec une majorité de personnes qui sont directement adressées par la SCMR. Deuxième élément de critique, deuxième avis de certains, ces salles ne seraient pas le remède miracle pour prendre en charge les toxicomanes. C'est vrai, faut-il le dire aujourd'hui devant vous, mes chers collègues, et en effet, je crois que personne ne pense cela. Les SCMR ne sont pas une solution miracle. Elles sont un outil parmi d'autres, elles sont seulement un outil parmi d'autres, dans une palette très large. Et si on veut prendre en charge efficacement la toxicomanie, chaque porte doit être la bonne. Chaque personne doit pouvoir rencontrer le dispositif dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Nous parlons bien ici de parcours extrêmement complexes, mêlés à des situations sociales parfois dramatiques, des parcours de vie compliqués. Les SCMR permettent de toucher un public différent des autres structures, ou en tout état de cause, de toucher un usager à un moment de sa vie où il ne pourrait pas s'inscrire directement et personnellement dans une démarche de sevrage. Et ces salles, pour dire les choses de façon la plus claire possible, ne peuvent se concevoir que dans un parcours médical et social complet dont la finalité reste le sevrage et la sortie de la drogue. Dire que les SCMR ne sont pas une solution miracle, cela veut dire aussi qu'il ne faut pas en créer partout, n'importe où, n'importe quand. C'est un outil et c'est une solution adaptée pour certains endroits, dans certains contextes. Et parallèlement, il faut aussi et il faut surtout développer d'autres types de structures en amont comme en aval. Alors, troisième critique que nous avons pu, ou argument que nous avons pu entendre et auquel nous souhaitions répondre, c'est l'idée selon laquelle ces salles entretiendraient le laxisme en matière de lutte contre la drogue et ses ravages. Ce n'est pas de l'encouragement, c'est juste du sauvetage, nous a confié un usager de la salle de Strasbourg. Promouvoir les SCMR ne veut pas dire qu'il faut abandonner la lutte contre le trafic de drogue et les autres volets de la lutte contre la drogue. Comme nous l'avons rappelé en introduction, ces dispositifs, les salles de consommation à moindre risque, sont loin d'être des zones de non-droit. Il n'y a pas d'immunité pénale autour des salles. Seul le transport d'une quantité de produits destinés à une consommation personnelle par un usager se rendant à cette salle peut être admis aux abords immédiats de la salle dans un périmètre, et nous l'avons vérifié, très restreint. Cela n'autorise donc en aucun cas le trafic. Les deux salles de consommation à moindre risque nous ont rappelé l'importance d'une collaboration avec la police et ont même exprimé le besoin d'une présence policière renforcée autour de la salle. Et ça n'est malheureusement pas toujours suffisamment le cas. Les SCMR constituent par ailleurs un poste d'observation avancé de l'évolution des trafics, des produits et des pratiques. Elles prélèvent notamment des échantillons de produits qu'elles font ensuite analyser, donc ce qui permet aussi aux forces de l'ordre d'être plus efficaces dans la lutte contre les trafics. Enfin, quatrième et dernière critique que nous avons pu entendre, critique ou en tout cas avis qui s'inscrit contre la mise en place de ces salles, c'est l'idée que personne ne veut d'une salle de consommation à côté de chez soi. C'est en réalité plus compliqué que ça, car personne ne veut non plus d'une scène ouverte de consommation de drogue en bas de chez soi.
À Copenhague, une SCMR est issue par exemple d'une initiative de riverains. À Montpellier, un collectif de riverains milite également en faveur de l'ouverture d'une SCMR, et nous avons vu comment ces salles pouvaient en effet aboutir à une amélioration de la sécurité et de l'ordre public. Les derniers sondages d'opinion sur ce sujet nous ont d'ailleurs beaucoup surpris. 82% des personnes ont déjà entendu parler des salles de consommation, 80% des adultes pensent que l'ouverture de ces salles est une bonne chose ou même une très bonne chose, 76% pensent qu'il est nécessaire d'ouvrir des salles dans d'autres villes, et enfin, 55% sont favorables à l'ouverture d'une salle dans leur quartier. Évidemment, nous le savons tous ici, un sondage doit toujours être pris avec des pincettes, mais cela montre bien qu'il ne faut pas caricaturer l'état de l'opinion publique sur cette question. Mes chers collègues, à ce stade de notre communication, quelle est notre position à Caroline Janvier et à moi par rapport à cette mission? Nous considérons que ce dispositif des salles de consommation à moindre risque est un dispositif incontestablement utile et efficace s'il est adapté au contexte local et à condition qu'il s'inscrive dans le cadre d'une prise en charge plus globale de l'usager. Ça sous-tend des propos qui viennent d'être tenus au terme de nos auditions, de nos investigations et de nos visites, et de façon transpartisane, nous sommes, je l'ai dit, convaincus de l'utilité et de l'efficacité de telles salles. Toutefois, et c'est important de l'entendre et de le marteler, nous considérons tout autant que ce dispositif ne peut être efficace qu'à deux conditions. Première condition, tout d'abord, ces salles ne peuvent s'inscrire que dans une logique de parcours de soins et de prise en charge médico-sociale globale des usagers. Cela vaut tout d'abord pour la conception de la salle, les services offerts par la salle, la possibilité de se reposer dans ces locaux notamment, mais aussi d'y ouvrir des droits sociaux, de se soigner et surtout d'être hébergé par la salle ou en lien avec la salle est fondamentale et doit être au cœur des projets. Nous devons aller vers des salles promouvant une prise en charge beaucoup plus intégrée, comme ce qui est expérimenté aujourd'hui à Strasbourg. L'accent doit être mis sur cette prise en charge globale, en approfondissant les services sociaux offerts par la salle et les partenariats noués avec l'extérieur, notamment avec les professionnels de santé de ville, avec lesquels les partenariats restent à ce jour insuffisants. Surtout, mes chers collègues, nous ne devons pas non plus perdre de vue la réponse plus globale que les pouvoirs publics doivent apporter en matière de prise en charge de la toxicomanie. Il faut développer des lits en addictologie pour permettre le sevrage, mais surtout, et c'est au moins aussi important, les lieux de post-cure. Si l'usager retourne dans la rue ou dans le même squat après sa cure, cela n'aura servi à rien. Et aujourd'hui, les besoins sont couverts de manière très insuffisante. Tel est un élément de notre diagnostic. Deuxième proposition que nous vous faisons aujourd'hui, ces salles doivent impérativement être pérennisées, mais pas généralisées. En effet, et nous l'avons dit au cours de cette communication, les SCMR peuvent être une réponse, mais ne doivent pas être la réponse à la prise en charge de la toxicomanie. Elles doivent être issues d'initiatives locales portées par les municipalités et conçues en concertation avec les forces de l'ordre, le voisinage, les usagers, les professionnels de santé du quartier. Par ailleurs, comme le montrent les exemples parisiens et strasbourgeois, le choix du lieu d'implantation d'une salle est primordial. L'ouverture de salles au niveau des scènes déjà existantes, ou en tout cas proches de lieux actuels de trafic et de consommation, doit être privilégiée afin de garantir l'efficacité du dispositif, mais aussi de ne pas créer de nouveaux lieux de fixation. Et préalablement au débat que nous aurons dans le cadre du PLFSS, certaines questions doivent être posées. Première question, faut-il désormais prolonger l'expérimentation ou pérenniser le dispositif ? Au vu de l'évaluation très complète du dispositif, Caroline Janvier et moi plaidons davantage pour pérenniser le dispositif plutôt que de le prolonger, puisque l'expérimentation a globalement fait ses preuves. Une nouvelle expérimentation pourrait toutefois être justifiée
si le dispositif prévu par le cadre législatif venait à évoluer. Le cas échéant, sa durée devrait être nécessairement assez longue pour permettre aux acteurs de se projeter. Deuxième question, est-ce que le format des SCMR doit-il évoluer par rapport aux deux expérimentations strasbourgeoises et parisiennes? Quelques éléments de réponse. Au-delà de la nécessité évoquée précédemment de concevoir des projets plus intégrés, incluant notamment des dispositifs d'hébergement, nous plaidons pour davantage de souplesse en ce qui concerne le format de ces salles. Cela permettrait d'adapter chaque projet aux contextes locaux. D'une manière générale, de plus petites salles, mais plus nombreuses, semblent devoir être privilégiées. Cela permettrait de développer des salles à taille plus humaine, mais aussi d'éviter un phénomène de fixation ou de saturation. Une possibilité pourrait être, c'est une idée, c'est une suggestion, pourrait être de permettre à des CARUD d'ouvrir de telles salles directement dans leurs locaux. Cette solution aurait 3 avantages. Tout d'abord, cela diminuerait le coût des salles en permettant des économies d'échelle. Ensuite, cela permettrait un meilleur maillage sur le territoire puisque des CARUD existent presque partout. Et cela, troisièmement, éviterait d'ouvrir de nouvelles structures avec les crispations que cela pourrait entraîner. Toutefois, cette solution, cette suggestion aurait toutefois des inconvénients. La politique pénale pourrait être plus difficile à appliquer, même si cela a été fortement nuancé par les acteurs rencontrés, et cela pourrait avoir un effet négatif en mélangeant des usagers avec des attentes ou des pratiques différentes. Par ailleurs, les locaux des CARUD sont souvent petits et ne seraient donc pas forcément adaptés à une telle extension. La question de dispositifs mobiles pourrait être également suggérée et pourrait être éventuellement mise en place, comme à Barcelone et à Berlin. Cela aurait pour avantage de limiter les points de fixation et de pratiquer davantage d'aller vers, mais il faudrait alors déployer plus d'énergie pour garantir que ces dispositifs offrent aussi des services sociaux connexes, et cela poserait également des questions en matière d'application de la politique pénale. Il semble en tout état de cause largement préférable de parler d'espace plutôt que de salles de consommation à moindre risque. Troisième et dernier point, mais qui évidemment n'est pas sans importance, surtout dans ces semaines où nous abordons les questions budgétaires, quel financement pour quel projet? Le financement accordé à ces salles sera évidemment un enjeu important du prochain PLFSS. Ce financement devra permettre de mieux répondre aux besoins parisiens. Il convient en effet de garder à l'esprit qu'une grande partie des difficultés actuelles que rencontre la salle parisienne est liée à son sous-dimensionnement. Et la comparaison avec Strasbourg est assez éloquente. À titre d'exemple, des villes comme Hambourg, Rotterdam, Barcelone comptent respectivement 7, 8 et 9 salles de consommation à moindre risque pour beaucoup moins d'habitants. Toutefois, nous devons également garder en tête un principe d'équité territoriale. Les usagers non parisiens doivent aussi pouvoir accéder à de telles structures si le besoin existe. Enfin, une question régulièrement posée dans le débat public est celle de savoir si ces salles peuvent être utiles pour les usagers de crack et non pour les seuls injecteurs. La réponse issue de l'ensemble de nos auditions des acteurs sanitaires est oui. D'ailleurs, le cahier des charges des salles a évolué en ce sens en 2019 et les 2 salles ont ouvert des postes d'inhalation. Pour ces usagers, la prise en charge sociale, mais aussi les espaces de repos apparaissent particulièrement nécessaires. La création d'espaces dédiés aux usagers inhaleurs pourrait ainsi être utilement envisagée. Nous nous tenons à votre disposition pour vos questions et je voudrais en profiter également pour remercier Marion Muscat pour la diligence et ses très grandes compétences dans nos travaux. Merci Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Nous en arrivons aux questions de députés et je commence tout de suite. Déjà, je voudrais vraiment dire bravo pour la clarté et la précision de cette communication, mais je suis sûre que ça a suscité pas mal de questions de nos députés. Je commence tout de suite par Monsieur Thierry Michels. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Caroline, Monsieur le rapporteur, cher Stéphane, chers collègues.
Le groupe La République En Marche suit avec attention les conclusions de la mission sur les salles de consommation à moindre risque, SCMR, dont elle salue l'équilibre des constats et des préconisations. Après avoir écouté l'exposé de nos deux rapporteurs, nous saluons le soin qui a été celui de Caroline Janvier et Stéphane Viry de dépassionner ce débat pour faire un vrai travail d'évaluation transpartisan et aboutir à des constats partagés et des recommandations efficaces. Rappelons l'enjeu des SMR, protéger les consommateurs de drogue des conduites à risque et limiter les atteintes à l'ordre public liées à la consommation de drogue sur la voie publique. Le rapport présenté propose une ligne équilibrée médiane, la pérennisation plutôt que la généralisation sans limite des SMR. Vous préconisez pour leur mise en œuvre ce qui semble être la bonne méthode, à savoir la prudence et la co-construction avec tous les acteurs. L'exemple strasbourgeois sur lequel vous êtes longuement revenu me semble exemplaire de ce point de vue. Donc je sois chauvin, mais parce que le choix du lieu pouvait se prêter réellement à la mise en place d'une telle structure. En effet, la salle est très bien articulée avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et implantée intelligemment pour éviter trop de conséquences néfastes à court ou moyen terme sur les riverains en ce qui concerne l'ordre public. Il faut ici saluer Roland Ries, l'ancien maire de Strasbourg, et son adjoint en charge de la santé d'alors, Alexandre Fels, qui se sont lancés dans l'expérimentation dès 2016, dans une démarche associant l'ensemble du tissu associatif et les autorités de l'État, et non contre elles. Vous avez déjà évoqué les résultats positifs de ces salles en matière de réduction des risques pour les consommateurs et d'amélioration de leur santé et de leur suivi médical. J'aimerais vous entendre sur la place de ces salles dans le combat plus large pour permettre aux consommateurs de drogue de se libérer de leur dépendance. Le fait de pouvoir créer une relation de confiance avec les consommateurs, qui sont, comme vous l'avez indiqué, majoritairement des personnes sans domicile fixe ou dans la précarité, peut être une étape essentielle dans le long processus de sortie du monde de la drogue. Avez-vous des éléments à partager, que ce soit en France ou à l'étranger, sur la contribution effective des salles pour réduire la dépendance aux drogues et quelle pourrait être leur contribution dans le cadre d'une politique plus globale? Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Bernard Perrut pour Les Républicains. Madame la présidente, madame, monsieur le rapporteur, nous sommes au cœur d'un sujet particulièrement important, avec deux objectifs, bien évidemment, le besoin à la fois de lutter contre la drogue, contre les trafics, de combattre ce fléau pour la santé des jeunes et des adultes. Et on sait combien chaque jour la presse et les réalités nous révèlent des drames. Mais nous avons aussi la nécessité de prendre en compte justement ces personnes qui sont marquées par la toxicomanie et qui ont besoin justement d'un véritable parcours de soins, d'une prise en charge médico-sociale globale, bien évidemment, et nous devons les accompagner. C'est en tout cas le but de votre réflexion, qui nous permet d'ailleurs certainement d'évoluer nous-mêmes dans notre esprit grâce justement à ce que vous nous présentez. L'expérimentation des salles de consommation à moindre risque a été votée à titre expérimental, vous l'avez rappelé. La loi offre la possibilité d'ouverture de nouvelles salles durant la période d'expérimentation, dans les mêmes conditions que pour les deux salles existantes. Elles devront être donc portées par un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages, est autorisé par arrêté du ministre chargé de la Santé et en concertation avec le maire de la commune. Des réflexions sont en cours dans plusieurs régions autour de l'opportunité de la mise en place de nouveaux projets, à l'instar de la ville de Lille, où la maire avait annoncé l'ouverture d'une salle au mois d'octobre prochain. J'étais quelque peu surpris, peut-être pourrez-vous me donner des informations sur la position du ministre de l'Intérieur, qui faisait part récemment de sa ferme opposition à l'expérimentation, soulignant que la drogue ne doit pas être accompagnée mais combattue. Comment expliquer en quelque sorte cette forme de paradoxe où le ministre, justement, qui soutient d'une autre manière l'expérimentation, y soit aussi opposé? Que dire des salles déjà existantes? Et je veux en tout cas, madame et monsieur, mes chers collègues, vous remercier pour cette évaluation. Vous vous êtes rendus sur place, à Paris, à Strasbourg. À Paris, vous l'avez dit, ces salles peuvent présenter un certain nombre d'inconvénients à travers des troubles associés à leur existence, à l'objet de nombreuses plaintes, à l'augmentation de l'insécurité et de la délinquance. Comment justement garantir cette sécurité de l'environnement immédiat de ces salles de consommation de risque? Comment le modèle de Strasbourg réussit-il là où la ville de Paris ne se heurte qu'à une forme de rejet? Êtes-vous favorable à la mise en place préalable de réunions d'information locale à destination des riverains de ces salles avant leur mise en service? J'aimerais aborder la question de l'accompagnement de la sortie de l'addiction, qui doit être, à mon sens, l'objectif prioritaire de ces salles. Peut-être peut-on regretter que la notion de parcours de soins ne soit pas plus prépondérante, alors qu'il faut un parcours
tant médical que social, bien sûr, pour sortir de cette période. L'encadrement médical en vue de la désintoxication est une impérative nécessité, à mon sens, fait partie intégrante du parcours de soins. Et bien évidemment, les réflexions que vous nous livrez vont certainement nous permettre, dans le cadre du PLFSS, d'aller un petit peu plus loin. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, je me permets de vous rappeler, alors que vous avez fini, c'était quand même 2 minutes. Vous avez dépassé largement. Une fois n'est pas coutume, je le sais, mais bon. Je sais. Madame Michel de Vaucouleurs, pour le groupe Modem et démocrates apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Je vous félicite pour la qualité de votre rapport et l'excellente présentation que vous en avez faite. Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 prévoyait de poursuivre l'adaptation des SCMR déjà autorisés pour renforcer et surmonter les éventuelles difficultés rencontrées le cas échéant, et en prévoyant éventuellement une évolution du cahier des charges national. Et il prévoyait également d'envisager pendant la période d'expérimentation l'ouverture d'autres structures pour répondre aux besoins, y compris en Île-de-France. Or, votre mission le démontre. Depuis l'ouverture en 2016, d'autres projets ont émergé, mais n'ont pas vu le jour. Le rapport de l'INSERM dont vous avez dû prendre connaissance, ainsi que les différentes auditions que vous avez menées, vous ont-ils éclairé sur les freins à l'ouverture d'autres structures pour répondre à ces besoins ? Les SMR ayant démontré leur intérêt, pouvez-vous revenir sur les conditions à réunir pour permettre le déploiement à la hauteur des besoins ? L'impact notamment de la mise à disposition d'un hébergement temporaire a-t-il pu être évalué ? Et le cas échéant, faudrait-il en faire une condition des futurs cahiers des charges ? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour le groupe Agir Ensemble. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de votre accueil dans votre commission. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, je tenais tout d'abord à vous remercier de vos propos et vous féliciter d'avoir mené ce travail salutaire sur les espaces de consommation à moindre risque. En tant que député et élu de Paris, il est pour moi un sujet majeur et d'intérêt général. C'est un sujet particulièrement difficile et même très douloureux parce qu'il touche directement à la vie d'hommes et de femmes. C'est un sujet profondément humain qui doit être traité avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne le réglera pas à coups de yaka et de faucon et encore moins avec un prisme idéologique. Comme vous le mentionnez, justement dans votre bilan à Paris, nous faisons surtout face à des usagers de crack. C'est une drogue terrible, terriblement dangereuse, car l'accoutumance y est élevée et rapide. Elle provoque des problèmes médicaux et psychologiques très graves. C'est un sujet qui demande, dans l'intérêt général, à ce que tous les acteurs, l'État, les villes, les régions, les associations, travaillent ensemble, main dans la main, afin d'amener des solutions durables et pérennes. D'une part, pour sortir ces personnes vulnérables de la spirale terrible de la drogue. D'autre part, pour permettre aux riverains qui sont en première ligne de faire face à ce fléau et de retrouver leur légitime quiétude. Je milite depuis de nombreuses années pour que nous mettions en place des petites unités d'accompagnement médical, social et psychologique. C'est une logique de parcours de soins et de prise en charge médico-sociale globale des usagers de drogue qui doit être menée. Ces petites structures que j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années permettront aux personnes d'être mieux suivies, de s'y rendre plus facilement confiance et enfin d'être mieux réparties sur l'ensemble du territoire et donc de mieux s'intégrer dans la vie des quartiers concernés, car elles concentrent de fait moins de monde et moins de problèmes. En conclusion, je voudrais vous remercier car beaucoup de vos propositions sont des idées que j'ai pu porter il y a de nombreuses années dans le débat public. Avant toute décision, une concertation fondée sur le sens de l'écoute de chacun et sur des études incontestables est indispensable. Concertation avec les habitants, concertation avec les professionnels de santé, avec les associations et bien sûr les forces de l'ordre. Avançons dans l'intérêt général sur ce sujet pour régler un sujet de santé publique et faisons en sorte de ne pas créer d'autres problèmes qui sont notamment des problèmes de sécurité et de tranquillité et abordons avec courage ce sujet. Merci, monsieur le député. Donc, j'ai 4 petites questions et je passe tout de suite la parole à madame Catherine Fabre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci au rapporteur pour ces travaux très intéressants, très instructifs. Je voulais vous redemander quelques précisions, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément favorable à une généralisation de ce dispositif. Et du coup, je me demandais pourquoi, dans la mesure où il y a, dans beaucoup de villes, en tout cas, il y a des consommateurs qui se fixent à certains endroits et qui prennent des risques pour eux et qui posent aussi des difficultés par rapport à l'ordre public. Et quelque part, je me demandais si ça ne pouvait pas être une solution qui puisse être déployable ailleurs. Alors bien sûr, en tant que députée de Bordeaux, je me pose cette question spécifiquement pour Bordeaux, puisque je sais qu'un projet de salle de consommation a été porté en 2018, a été abandonné et repris aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir si vous aviez étudié les spécificités du cas bordelais, à tout hasard, et quelles étaient justement ce qu'on pouvait en dire, les conditions de réussite, en tout cas, pour qu'un tel projet soit mené à terme. Et plus particulièrement, je voulais comprendre également, vous dites qu'il faut que ce soit à la fois proche des lieux actuels de consommation, donc ça, on comprend bien l'intérêt, et à la fois proche d'un centre hospitalier. Donc comment peut se faire l'articulation entre les deux, et comment se fait l'articulation entre les deux dans les deux exemples que vous avez mentionnés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour féliciter nos collègues Stéphane Viry et Caroline Janvier pour ce travail de fond, j'ai envie de dire objectif, et qui concerne donc l'expérimentation de ces SCMR par rapport à la toxicomanie, qui est un problème tellement important. Je comprends que cette expérimentation, qui a été aussi attendue que décriée, réponde à un quadruple objectif. D'abord celui de réduire les risques, mettre en place un programme de sevrage, permettre l'accès aux droits et réduire les nuisances dues à la consommation de drogue. Toutefois, je trouve qu'il y a une certaine antinomie dans la mesure où de plus en plus d'initiatives et de projets sont mis en place pour sensibiliser les jeunes à l'égard des addictions, dont celles liées à la consommation de substances illicites et du danger qu'elles peuvent représenter, alors que les SMR permettent à terme, quelque part, de pérenniser la consommation de drogue, même si on sait bien que le but est effectivement de leur faire rejoindre une filière de soins. Donc, quelque part, d'entretenir aussi une forme de dépendance et de banaliser la consommation de drogue dans l'esprit des populations. Comment faire en sorte que la consommation de substances illicites ne soit alors pas banalisée, notamment auprès de notre jeunesse ? D'autant plus qu'une immunité pénale a été initiée pour les consommateurs au sein de ces salles. Ces salles doivent bien sûr s'inscrire dans une logique de parcours de soins et de prise en charge médico-sociale globale. Moi, je serais assez favorable à prolonger cette expérimentation en la faisant évoluer et surtout en développant sur le modèle de Strasbourg une prise en charge élargie avec le développement d'activités culturelles, d'hébergement temporaire et de randonnée. Parce que je pense que dans cette politique publique de prise en charge de la toxicomanie, nous nous devons de développer l'amont et l'aval, et les lits d'addictologie et les lieux de post-cure notamment. Nous savons aujourd'hui que les besoins sont couverts de façon très insuffisante, donc il me semble qu'un axe du PLFSS 2022 pourrait porter sur l'augmentation de moyens dédiés à l'amont et à l'aval. Je vous remercie. Merci bien, Madame la députée. Monsieur Sébastien Chenu, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Voilà. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. C'est un sujet effectivement qui doit tous nous mobiliser. On sait bien que c'est un défi incroyable pour nos sociétés que celui de répondre à cette difficulté qui est, j'allais dire, l'envahissement de la drogue dans notre société, y compris d'ailleurs dans la ruralité, véritable problématique auquel nous sommes désormais confrontés. Je note d'ailleurs avec étonnement le refus de la préfecture de police de répondre à votre demande d'audition. Je trouve que c'est j'aimerais comprendre pourquoi, quelles sont les raisons qui ont amené la préfecture de police à ne pas vouloir donner suite. Au-delà de ça, est-ce que vous avez eu l'occasion et la possibilité de faire un bilan de ces autres salles de consommation qui existent au niveau européen, afin de pouvoir en faire un parallèle? Vous avez indiqué qu'il y avait
je crois, plusieurs centaines de salles de ce type qui existaient à travers le monde. Avons-nous un bilan, un parallèle qui existe? Et puis, j'entends bien l'intérêt de faire ce débat sur la promotion des SCMR, comme j'entends d'ailleurs vos positions, Madame le rapporteur, sur un débat sur la légalisation du cannabis. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire un grand débat, en réalité, dans notre pays, beaucoup plus global, sur la consommation, la prise en charge, mais aussi l'évolution de la sanction pénale, c'est-à-dire pas uniquement sanitaire, des drogues dans notre pays, parce que évidemment, à scinder les choses les unes à côté des autres, on risque de passer à côté de l'objectif général que se donnerait l'État français. Moi, je ne connais pas finalement bien la position aujourd'hui de notre gouvernement sur tout cela, et je pense que ces réponses, elles ne peuvent découler que d'une position, que d'une philosophie que la France aurait vis-à-vis de la consommation des drogues, qu'elle soit douce ou dure, si tant est qu'on puisse encore faire ce type de comparaison. Je vous remercie. Merci. Madame Monique Iborra, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bien sûr, je m'associe aux félicitations de mes collègues concernant votre mission par la clarté et par la documentation que vous avez présentée. Néanmoins, moi, je me pose deux questions. La première, on a bien compris, en tout cas c'est ce que j'ai compris, que quand on comparait ce qui se passait à Paris et ce qui se passait à Strasbourg, on avait des différences. Que ces différences, elles étaient qualitatives. Et donc, ça m'amène à poser cette question, alors que vous avez dit que dans le PLFSS, il faudrait prévoir des financements conséquents qui semblent manquer aujourd'hui dans ce que vous avez pu observer. Vous avez dit aussi qu'il vous semblait qu'on devait prolonger cette expérimentation qui doit s'arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire de prévoir des financements importants, en tout cas plus importants que ceux qui ont été prévus jusqu'à présent, alors qu'on démarre une nouvelle expérimentation qui montre que finalement les choses peuvent être améliorées et donc le cahier des charges modifié? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'ai été un peu étonnée de voir que finalement, vous laissiez le niveau local décider. Que le niveau local, que les maires en particulier, évidemment, aient des propositions à faire, ils sont en proximité, mais leur laisser toute latitude en ce qui concerne une compétence qui est une compétence de santé publique avant d'être n'importe laquelle, que jusqu'à présent les collectivités locales n'ont pas. Et quand on voit les différences des cahiers des charges qui peuvent être mis en place, en tout cas dans l'exécution même, on se dit que laisser toute initiative au niveau local ne me paraît pas adapté à la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Merci bien. Eh bien, je repasse la parole pour des éléments de réponse à Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur. Qui commence? Madame la rapporteure. Déjà, je voudrais vous remercier pour la sérénité des débats que nous pouvons avoir ici. Je ne vous cache pas qu'on se demandait évidemment quelle serait la teneur de ces échanges et je trouve très intéressant qu'au sein de cette commission, nous puissions avoir ce niveau de débat et je constate que beaucoup d'entre vous connaissent finalement assez bien ce sujet. Beaucoup de questions ont été abordées. Il y en a une qui est revenue et qui a été aussi l'un de nos fils rouges, c'est la façon dont on inscrit ce dispositif donc, qui vise à réduire les risques associés à la consommation de drogue, notamment limiter les risques d'infection, je pense au VIH, à l'hépatite C, mais aussi les risques d'overdose et d'autres risques. Donc comment ce dispositif-là s'inscrit dans un processus plus global de sevrage, et c'est évidemment une question qui est, me semble-t-il, tout à fait pertinente, parce que sinon, Madame Cornelu, vous évoquiez l'espèce d'antinomie entre le fait finalement d'accompagner des usagers toxicomanes dans leur toxicomanie, et évidemment, c'est quelque chose qui serait tout à fait, paradoxal et qui ne serait pas de l'ordre de la santé publique. Ce que l'on voit, c'est que d'une part, la majorité des personnes qui sont adressées
dans les services de sevrage viennent de ces SCMR, c'est une porte d'entrée en réalité, c'est-à-dire que vous avez des usagers qui consomment dans la rue et qui, une fois qu'ils sont interpellés par des travailleurs sociaux qui vont leur dire qu'il existe ces salles, eh bien, peut se mettre en place tout un tas d'accompagnements, parfois des processus de soins sur d'autres maladies, mais aussi des processus de sévrage. La SCMR permet, ça c'est un chiffre que nous avons pour Vancouver, eh bien d'avoir plus de 20%, enfin d'augmenter de 20% les processus de sevrage dont il faut savoir, quand on connaît un peu ce sujet-là, qu'ils sont en réalité très rares et très complexes et très compliqués de se défaire de ce type d'addiction. La difficulté, et c'est vraiment un sujet sur lequel nous tenons, c'est qu'il faut que l'aval et que l'amont soient suffisamment dotés, soient existants. Et on a bien vu, on n'a pas pu aborder suffisamment cette question car ça n'était pas l'objectif de cette mission Flash, mais qu'il manque des lits en addictologie, il manque des moyens qui sont des moyens sur cet accompagnement. Il manque des places d'hébergement parce que bien souvent, et on l'a dit, 60% des usagers de ces salles sont sans hébergement, et donc ce qui veut dire qu'il y a tout un tas d'autres problématiques qu'il faut résoudre avant d'envisager même la question du sevrage. Donc évidemment qu'il faut l'inscrire dans un processus plus large, mais pour cela il faut des moyens, et ils sont insuffisants en France. Ça c'est un point important. Peut-être un autre point sur... Monsieur Bournazel, vous évoquiez les petites unités d'accompagnement qui permettent de mieux s'intégrer et de concentrer moins de monde. C'est effectivement une des propositions que nous faisons et nous sommes assez favorables à cela. Et pour peut-être aussi répondre à ma collègue Monique Iborra, il me semble que notre rôle ici, parlementaire de la Commission des affaires sociales, c'est de réfléchir et d'arbitrer sur des outils, sur des instruments de politique publique que l'on considère comme efficaces, pour lesquels on prévoit ensuite des budgets dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est ce que nous allons faire dans le cadre de ce PLFSS, et c'est pourquoi nous souhaitions en amont vous présenter ces propositions. Mais il nous a semblé tout à fait dans le rôle des acteurs locaux et notamment des élus municipaux que d'organiser ensuite, d'utiliser ou non ces outils, et d'organiser en tenant compte évidemment de l'environnement et de la façon dont les riverains, dont les habitants sont capables d'accepter ces salles. Donc c'est évidemment une articulation des deux, mais encore une fois, le cadre prévoit un arrêté du ministère de la Santé. Il ne peut pas y avoir de salle sans cet arrêté. Et il y a un cadre, un aménagement sur le plan de la politique pénale. Donc il y a là, évidemment, une participation du parlementaire sur la mise en œuvre de cela et du gouvernement dans l'ouverture d'une salle. Peut-être, Stéphane, je peux te laisser la suite et puis je compléterai éventuellement. Oui, merci Caroline. Caroline l'a dit, en fait on parle à deux voix, mais il n'y a qu'une tonalité. Quelle qui peut être au départ, avant d'entrer dans le sujet. Les interrogations qui étaient les miennes, et peut-être un certain nombre de réserves par rapport à des lectures que j'avais pu avoir, par rapport à des positions que je pouvais avoir. Je dois confesser que nos travaux pendant plusieurs semaines, les investigations, les auditions, m'ont fait avoir aujourd'hui la position partagée avec Caroline Janvier sur le sujet. L'approche pour nous a été celle de commissaire de la Commission des affaires sociales, c'est-à-dire un regard sanitaire par rapport à des politiques publiques à conduire pour répondre à une problématique ou à une demande de soins. Nous n'avons pas suppléé la commission des lois, nous n'avons pas cherché à rentrer dans un sujet par une porte qui n'était pas la nôtre. L'actualité du jour, enfin l'actualité de ces dernières semaines montre effectivement, plus que des crispations, des problèmes majeurs dans certains quartiers de Paris par rapport au crack. L'actualité du jour montre a priori l'intention de la municipalité parisienne d'ouvrir dans un quartier particulier, dans le 20e arrondissement, une salle. Ce n'est pas à nous d'aborder à ce stade de nos travaux la question. Ce n'est pas à nous de faire une ingérence dans une volonté politique de la ville de Paris. Je le dis, je pense que Caroline dirait la même chose, parce qu'on reçoit depuis quelques heures beaucoup d'interpellations qu'on peut comprendre de la part de riverains, de la part
de Parisiens qui, effectivement, ont l'idée de pousser le débat et de pousser une opposition à cela. Ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale. Nous faisons, nous, un travail d'évaluation de politique publique préalablement à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Deuxième observation préalable, pour que les choses soient très claires, en tout cas me concernant, la dépendance quelle qu'elle soit, mais en matière de stupéfiants en particulier, est une pathologie et souvent c'est un drame humain. Et il va de soi que par rapport à toute prise de substances illicites, la lutte contre tous les trafics, contre tous les réseaux, la nécessité de prévenir, la nécessité de lutter contre la consommation s'impose. C'est le préalable à tout. Mais dès lors que des hommes et des femmes sont en position de dépendance, de souffrance, et qu'ils se mettent en danger eux-mêmes et qui peuvent effectivement perturber la communauté humaine, il appartient à la communauté nationale d'apporter une réponse. Les salles de consommation à moindre risque sont un élément, mais elles ne peuvent être pertinentes que dans le cadre, et Caroline l'a dit, d'une politique de santé publique claire et non équivoque. Ça ne peut pas être quelque chose comme ça, posé quelque part, en considérant que ça va suffire. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses, surtout en aval. Besoin d'accompagnement, besoin de ressources médicales, besoin de lits, besoin de beaucoup de choses s'imposent dans le cadre de ce sujet. On s'est posé deux questions. La première question, avant d'arriver à nos conclusions, c'est l'efficacité de cette solution, l'efficacité du dispositif expérimenté à Strasbourg et à Paris depuis maintenant plus de 4 ans. Est-ce que le dispositif est efficace, oui ou non, par rapport à un certain nombre d'objectifs? Et deuxièmement, quelle a été l'acceptabilité ou quelle est l'acceptabilité de ce dispositif, que ce soit tant par les riverains que par l'opinion publique? Et la réponse à tout cela dépend très largement de l'implantation de cette salle de consommation à moindre risque. Pour nous, c'est une condition sine qua non. Une salle mal ouverte, mal implantée, c'est-à-dire installée à un mauvais endroit, va générer des difficultés. Bien sûr qu'elle apportera une réponse aux usagers, mais elle va générer des conséquences collatérales très dures, très pénalisantes pour l'idée même de la salle. Donc, pour résumer, peut-être de façon un peu brutale, un peu cavalière, le modèle strasbourgeois a dupliqué dans l'esprit, oui. Le modèle parisien tel qu'il fonctionne, non. Pour dire les choses. Même si, effectivement, Paris, ça a été dit, apporte des réponses très utiles, très concrètes à des usagers. Mais il y a des conséquences collatérales qui ne peuvent pas être négligées dans le cas d'espèce. Alors, sans être trop long, quelques éléments d'observation par rapport aux questions qui ont été posées. Effectivement, Caroline et moi avons déploré l'absence de réponse à nos interpellations du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la préfecture de police de Paris. Nous aurions effectivement aimé, dans le cadre de nos travaux, avoir la position de la sécurité publique par rapport à cela. Nous considérons, et je le répète, que néanmoins, lutter contre la drogue de façon ferme, de façon non ambiguë, et mettre en place des salles de consommation à moindre risque ne sont pas incompatibles. Ça serait avoir un point de vue primaire et peut-être doctrinaire de considérer que c'est totalement incompatible. Alors pourquoi n'y a-t-il pas à ce stade d'autres salles qui ont pu être ouvertes? Parce qu'on était dans une phase d'expérimentation et que le contexte restait, nous semble-t-il, encore quelque peu instable, ce qui a peut-être refroidi la volonté de certains de rentrer dans une voie qui n'était pas forcément encore totalement consolidée, voire sécurisée, a fortiori que le délai d'expérimentation était de 5 ans, et que partir à l'ouverture en 2019 ou 2020 pour quelques mois aurait pu paraître hasardeux. Voilà ce qu'on a pu un petit peu ressentir des observations des uns et des autres. Question de la prolongation ou de la pérennisation de l'expérimentation. Manifestement, il faut pousser cette solution. Elle a été mise en œuvre, elle avance à Paris et à Strasbourg. Il ne faut surtout pas en faire un marqueur politique, me semble-t-il. Il ne faut pas en faire un totem idéologique. Il faut admettre de douter par rapport à ces salles. Il faut admettre, le cas échéant, de remettre en question ces principes
avec la volonté de renforcer à la fois la qualité et la quantité de la réponse qui peuvent être apportées. Il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de modèle unique pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de modèle unique pour que ce soit une réussite en termes sanitaires, en termes d'acceptabilité sociale, en termes d'efficacité globalement dans le cadre de cette politique de santé. Ça ne peut être qu'au cas par cas. Un avis personnel qui sera peut-être qui n'engagera que moi et pas forcément Caroline, ça ne peut pas se décréter par la seule volonté d'un élu, fût-il très compétent, fût-il élu par le suffrage universel dans une commune. Ça implique à l'évidence un temps de concertation, un temps de préparation. Ça doit rechercher un consensus local. Le consentement territorial doit être recherché, déjà par rapport à l'acceptabilité, mais surtout par la suite à son fonctionnement, au partenariat nécessaire. Le sujet, à mon avis, est trop grave pour en faire des éléments politiques. Voilà, j'apporte quelques éléments de réponse à Catherine Fabre par rapport à la question de la généralisation. Le cahier des charges, il peut encore être revu avant de le stabiliser définitivement. Il y a des solutions locales qui sont effectivement émergentes. Elles sont autorisées par la loi. Nous, avec Caroline, lorsque l'on propose effectivement de continuer à l'expérimentation, c'est pour autoriser, le cas échéant, Lille, Bordeaux, Marseille, dès lors que ça répond à un véritable besoin et que tout est suffisamment étayé. Me semble-t-il, parce que ça suscite trop de polémiques encore et peut-être trop de difficultés, on ne peut pas partir à l'aventure ou dans le bricolage lorsqu'on décide d'ouvrir de telles salles. Dernière observation, parce que la question européenne a été posée par rapport à une comparaison. Oui, nous avions auditionné l'Office européen des toxicomanies. Donc nous avons pu effectivement comparer et avoir des éléments sur ce qui se pratiquait, je l'ai dit rapidement tout à l'heure dans la communication initiale, aux Pays-Bas, en Suisse et ailleurs. Manifestement, partout, c'est une réussite, ces salles, en termes de santé publique, en termes de lutte contre les consommations à risque, j'insiste. Mais je reprends l'expression et j'ai repris mes notes du directeur de l'EEDT. Ce n'est pas parce que ça fonctionne que tout le monde doit en avoir et qu'il faut en mettre partout. C'est une phrase qui m'avait marqué, c'est la raison pour laquelle je l'avais notée. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Peut-être juste un dernier mot avant que Caroline complète, notamment pour Sébastien Chenu. La politique pénale, effectivement, nous avons auditionné le procureur de Paris, qui avait une position d'une forme de sagesse par rapport à la question, avec l'humilité ou la sincérité de dire que ça avait davantage été mis du temps de son prédécesseur, qui s'était beaucoup investi lors de l'ouverture de la salle de Paris, que désormais il y avait bien un comité de pilotage qui se réunissait assez ponctuellement, mais qu'il n'y avait pas de difficulté en tant que telle. Étant rappelé que la position du procureur en termes de politique pénale, c'était quand même davantage empreint de sanctions par rapport à des infractions pénales liées à la consommation ou au trafic de stupéfiants et des injonctions de soins. Et l'Académie médicale nous dit que si on veut qu'un processus de sevrage fonctionne, ça doit obéir à une volonté, à un consentement et pas forcément dans le cadre d'une injonction. C'est là qu'il peut y avoir, en termes intellectuels, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on essaye d'être pragmatique, un télescopage entre différentes conceptions. Oui, rapidement, juste pour compléter deux questions. Catherine Fabre, sur les raisons pour lesquelles le projet de Bordeaux n'a pas pu aller au bout. Nous, ce qui nous a été dit, c'était pour des raisons de portage politique, des raisons plutôt d'échéance électorale et de choix politiques. C'est un sujet qui est éminemment politique, évidemment, et c'est une décision lourde de conséquences pour des élus qui prennent la décision de porter ce type de projet. C'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment important de dépolitiser ce sujet et d'essayer de prendre un petit peu de recul en s'appuyant sur ces données, parce que sinon ça nuit évidemment à la santé publique, mais aussi à la tranquillité et à l'ordre public. Et la dernière chose, Madame de Vaucouleurs, vous demandiez aussi les raisons pour lesquelles ces différents projets n'ont pas abouti dans d'autres villes. Eh bien voilà, il y a la raison politique et il y a la façon aussi dont ça doit se construire. Le comité de pilotage
et la concertation locale. Vraiment, c'est ce que nous a montré l'exemple de Strasbourg. Il y a eu un travail assez exceptionnel qui a été fait très en amont et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a vraiment entendu absolument aucune critique. Et ça permet aussi à ce dispositif de se déployer davantage avec de l'hébergement, avec tout un tas d'autres services. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter, Madame la Présidente, avec votre autorisation, deux mots. Un mot à l'égard de Caroline Janvier, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire cette mission d'évaluation. J'avoue que ça a quelque peu débordé le cadre d'une mission flash parce que ça nous a pris beaucoup de temps, mais c'était quelque chose de captivant et de passionnant. Et puis vraiment un mot très chaleureux à l'égard de notre administratrice Marion, qui a fait un travail effectivement colossal et qui nous a parfaitement accompagnés dans le cadre de nos travaux. Plaisir partagé. Merci encore une fois. Toutes mes félicitations pour à la fois la qualité effectivement de vos travaux, mais aussi des échanges, la qualité du débat qui, j'en suis certaine, n'aura pas manqué d'éclairer les députés que nous sommes, mais aussi fait progresser notre réflexion sur ce sujet ô combien sensible, somme toute. Très bien, donc avant de vous libérer, mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler notre prochaine réunion de notre commission, donc, qui se tiendra demain à 9h30. Nous examinerons, donc on sera sur un autre sujet, nous examinerons le rapport de la mission d'information sur un sujet aussi très important, à savoir donc l'emploi des seniors. Voilà, et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous attends bien sûr à la question à 19h. Merci et à demain.